Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cheniberi Halud Mauni. Cheniberi Sigikafoba. Le grand dialogue. La situation sécuritaire du pays reste tendue. Hier, le campement Kangaba près de Bamako a été attaqué par des djihadistes. Le bilan officiel fait état de 9 morts, 4 civils, 1 militaire et 4 assaillants. Plusieurs blessés et plus de 30 otages ont été libérés selon le ministre de la Sécurité. Dans la même semaine, à l'intérieur du pays, les localités de Bintagungu, Ansongo, Ombori, entre autres, ont subi des attaques. Qu'est-ce qui explique cette multiplication des attaques dans le pays? Qui peuvent être les auteurs de ces actes? Quel est le rôle des services de renseignement maliens? Nos invités, Baba Dakono, chercheur, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISSS et Boubacar Bokoum, politologue. Je suis Mohamedou Touré, le débat tout de suite. Le grand dialogue. Alors, ce soir, nous parlons de la situation sécuritaire. Selon le dernier rapport de l'ONU sur le Mali, il y a eu entre mars et juin 2017 plus de 150 attaques qui ont fait plus de 130 morts. Alors à cela s'ajoutent également les attaques de la semaine dernière, notamment celle du campement de Kangaba. Alors ce soir, nous allons parler de cela avec 3 invités. Baba Dakono, chercheur, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISSS et Boubacar Bokoum, politologue. Monsieur Maïga, vous êtes chercheur à l'ISSS. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce qui explique la multiplication de ces attaques dans le pays? Alors, il y a on va dire une intensification des attaques au Mali depuis au moins quelques mois. Parce qu'effectivement, sur la même période, l'année dernière, il y a eu moins d'attaques et moins de morts, comme vous le releviez dans votre introduction. Et ça a été repris, ça a été avancé par le secrétaire général des Nations Unies. On a assisté entre-temps, on va dire, à un événement majeur qui est l'unification de différents groupes armés extrémistes. On pense notamment à la Katiba Massina, à Ansardine, on pense à AQMI, on pense également à Al-Mourabitoun. Donc ces groupes se sont unifiés, se sont coalisés. Ils entretenaient déjà des liens et des rapports, mais ces liens-là étaient moins forts que ne le sont actuellement au sein de cette coalition. Et cette coalition, je dirais, a permis à certains groupes d'acquérir non seulement une expertise, mais aussi de disposer de moyens logistiques beaucoup plus importants. Les attaques sont de plus en plus complexes, que ce soit dans le centre, dans le nord, mais également, on va revenir probablement au cours de ce débat. L'attaque sur le camp le campement de Kangaba, semble-t-il, a été moins sophistiqué si on s'en tient aux premiers éléments qui ont été rapportés par la presse et par le ministre de la Sécurité. Alors, Boubacar Bokoum, vous êtes au téléphone, vous êtes politologue. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette multiplication des attaques dans le pays? Bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. En fait, je pense que ces attaques se justifient très aisément par le fait qu'aujourd'hui, le G5 est en train de chercher les moyens financiers pour aller au resserrement des métaux autour des djihadistes. Et en fait, je pense aussi à un certain niveau, le ministère du culte ne joue pas totalement son rôle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le fond, les attaques, c'est une attaque locale. Quand vous regardez un peu ce que M. Dakono vient de dire tout de suite, ce n'est pas une attaque sophistiquée. Ça veut dire quoi? Que c'est une activité locale qui s'est déployée sur le terrain religieux. Donc ça veut dire que le milieu du religieux et du culte n'est pas totalement bien cerné par ce ministère. Et en troisième lieu, il faut parler du service de renseignement qui, de mon point de vue, ne fonctionne pas totalement. La communication avec les populations qui, quelque part, sont complices. Parce que quand vous regardez les coins de loisirs, souvent, par rapport à notre culture religieuse, les gens n'aiment pas qu'on dise qu'il y a un bar à côté, un point de loisir à côté. Donc, de ce point de vue, vous comprendrez aisément qu'effectivement, il y a une complicité locale qui fait que tout cela concourt à justifier aujourd'hui que l'insécurité est en train de prendre le pas sur la sécurité des populations. Pouvez-vous être plus explicite quand vous parlez de complicité locale? Complicité locale, ça veut dire quoi? Quand vous regardez l'attaque, vous savez que ce genre d'attaques ne peuvent pas se faire sans repérage, sans connaître bien les lieux. Ça veut dire que c'est qui? C'est encore des compatriotes qui sont peut-être même dans le quartier, qui connaissent bien la zone.
mais qui ne sont pas d'accord aujourd'hui qu'il y ait des coins de loisirs pendant qu'on est dans le mois de carême. Il y a cette interprétation qu'il faut avoir. Parce que quand vous prenez Kangaba aujourd'hui, qui a été ciblé, ça veut dire quoi? Dans l'esprit djihadiste, c'est un coin que fréquentent les mécréants. Les Maliens qui les fréquentent aussi sont considérés comme des mécréants. Pendant le mois béni de Ramadan, on se dit, bon, les gens sont en train de se faire plaisir dans une piscine, ainsi de suite. Donc, oui, monsieur Bokoum, ça c'est par rapport au campement de Kangaba. Et à l'intérieur du pays, il y a eu des camps de l'armée, des forces armées maliennes qui ont été également attaqués. Non, mais bien sûr, c'est une situation globale. Je comprends parfaitement bien qu'à l'intérieur, tout ça c'est le renseignement. Le renseignement n'est pas encore fonctionné. Les islamistes, en fait, de toutes les façons, c'est une guerre asymétrique. Nous savons pertinemment bien que ce ne sont pas des gens qui viennent de l'extérieur du Mali pour venir nous attaquer. Ils sont parmi nous. Donc il y a lieu de faire un travail moral, de décomplexage, et parler sérieusement de notre religion et ne pas se laisser infiltrer jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a ce problème-là. On parle de réarmement moral. Le réarmement moral, il passe par quoi? Non seulement il faut armer l'armée, il faut les réarmer moralement, mais la population civile aussi a besoin d'une éducation. Alors, M. Dakono, M. Bokoum pense que c'est le ministère du culte et également les services de renseignement qui ne jouent pas leur rôle. Par rapport au rôle que les acteurs doivent pouvoir jouer, je pense qu'il est important de prendre en compte tous les acteurs, d'identifier tout ce qui doit être fait. Je pense qu'avant d'arriver au rôle des acteurs qui fait quoi ou qui ne fait pas quoi, il est très important de comprendre aujourd'hui la situation du pays. Parce que comprendre ce qui se passe aujourd'hui par le seul prisme d'attaques terroristes ou djihadistes peut amener à occulter une partie ou sinon beaucoup de réponses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en plus de ce que Ibrahim Meiga vient de dire tout à l'heure, c'est qu'on a un grand rassemblement qui est né depuis quelques mois, un rassemblement qui regroupe des groupes armés terroristes qui sont actifs un peu partout dans le Mali. Donc on a, avec cette nouvelle coalition qui est née, une couverture presque un maillage presque machiavélique du territoire malien, avec des capacités qui paraissent un peu complémentaires d'un point de vue mode opératoire, d'un point de vue logistique, d'un point de vue soutien à l'étranger. Donc en fait, on a assisté à la naissance d'une très puissante coalition. Et l'impression, c'est que toute la mesure de la naissance de cette coalition n'a pas été prise. En plus de cette question qui parle de la montée en puissance des groupes armés terroristes, il y a également le fait qu'au centre du Mali, toutes les attaques ou toute la violence n'est pas liée à la question terroriste. Il y a la violence qui oppose certaines communautés ou même au sein des communautés. La même chose également au nord du Mali, dans la région de Kidal. Les dernières victimes qu'on déplore ne sont pas liées à des attaques terroristes, mais plutôt à des clashs entre ou au sein des communautés. Donc en fait, c'est toutes ces dynamiques qu'il faut comprendre. Je pense qu'à ce stade, nous sommes nombreux à avoir beaucoup plus de questions que de réponses, mais il est très important de comprendre la situation malienne d'un point de vue vraiment holistique et d'identifier les moteurs clés et ce qui nous permettra de savoir réellement qui doit faire quoi et qui n'a pas fait quoi. Alors, qui peut donc être derrière ces attaques ? Lesquelles? Celle de l'intérieur et également celle... Est-ce qu'il y a déjà une différence entre les attaques de l'intérieur, notamment les postes de l'armée, et celle du campement de Kangaba? En fait, il y a deux choses. Quand on parle des attaques de l'intérieur, je viens de boucler une série d'entretiens où ce qui est ressorti, c'est qu'il y a deux types d'attaques. Certaines personnes pensent que les attaques sont des représailles de certaines communautés, de certaines communautés qui sont armées aujourd'hui et qui ont estimé avoir subi de l'injustice de la part des forces de sécurité. Les interlocuteurs, pour soutenir leurs propos, prennent l'exemple de l'attaque d'un poste de contrôle 2 jours après que les forces de sécurité aient arrêté en plein marché 2 individus suspects. Il y a ça également, mais on ne peut pas aussi occulter le fait que tout ce qui est symbole de l'État est aujourd'hui dans la situation
situation que nous vivons, les premiers symboles de l'État visibles dans les localités, c'est les forces de sécurité. Et on ne peut pas occulter le fait que ces forces de sécurité soient la cible des groupes armés terroristes qui estiment que l'État du Mali et ses alliés sont les responsables de la non-application de leur idéologie, notamment religieuse aujourd'hui. Alors, Monsieur Maïga, est-ce que vous pensez également que c'est cette alliance des djihadistes qui est derrière ces différentes attaques, des différents postes de l'armée, bien sûr? Alors effectivement, comme cela a été rappelé par Baba, je pense qu'il y a effectivement différents acteurs à prendre en compte. La plupart des attaques qui ont été perpétrées par les groupes qualifiés de djihadistes ont pour la plupart été revendiquées. Donc ce n'est pas des acteurs qui ont tendance à ne pas revendiquer les attaques qu'ils commettent. Dans certains cas, effectivement, des attaques leur ont été attribuées. Et pour ça, il faut être extrêmement prudent. Bien sûr, le mode opératoire peut nous donner des indications sur l'acteur ou l'auteur de ces attaques-là. Mais comme Baba l'a dit tout à l'heure, il n'est pas exclu que cela soit le cycle de représailles et de vengeance de la part, on va dire, d'individus ou de groupes armés, qu'ils soient d'obédience djihadiste ou pas. Ils peuvent avoir effectivement des griefs contre l'administration, ça peut être un règlement de compte entre individus. Quand vous parlez de revendications, celles de Binta Gungu, Ansongo, Ombori n'ont pas encore été revendiquées? Alors, ce sont des attaques assez fraîches. Celle de Binta Gungu, je ne me rappelle pas, mais je pense qu'elle a été revendiquée. Je ne suis pas totalement sûr, mais il me semble que cela a été revendiqué. Non, pas encore. Et parfois, les revendications ne sont pas relayées en temps réel parce qu'elles viennent par la plupart par le canal arabophone. Donc c'est d'abord des revendications qui sont faites en arabe. Et donc les journalistes francophones n'ont pas y accès comme c'est le cas pour les journalistes francophones. Donc dans les médias arabophones, vous avez tendance à recouper rapidement l'information, même les médias anglophones, que les médias francophones. Donc je ne pourrais pas dire avec précision si ces attaques ont été perpétrées par ces groupes, mais ce qui a été constaté sur le terrain, c'est que la plupart des attaques, ou en tout cas la majorité des attaques qui ont été perpétrées par ces groupes sont revendiquées par les groupes eux-mêmes. Alors, restons toujours à l'intérieur du pays avant de revenir à Bamako. Monsieur Bokoum, certains dénoncent le fait que les forces armées maliennes se font toujours surprendre. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Bon, en fait, se faire surprendre, je ne pense pas trop. Parce qu'en réalité, les points sur lesquels ils sont attaqués, c'est généralement des checkpoints. Donc, ce n'est pas évident qu'on puisse préparer une riposte efficiente à ce niveau. Maintenant, si c'est des casernes à un autre niveau, bon, cela peut s'expliquer par une insuffisance, un manque de vigilance. Maintenant, des coins comme le Kangaba qui a été attaqué hier, je pense que vu que c'est un lieu qui est fréquenté par des expatriés, il serait bien quand même qu'on pense à un dispositif militaire, même s'il faut impliquer la MINUSMA ou la Barkhane, qu'il y ait des gens même en civil pour un peu essayer de sécuriser les lieux qui sont fréquentés par les expatriés et les Occidentaux. Monsieur Dakono, avez-vous une autre explication au fait que certains pensent que les forces armées maliennes se font toujours surprendre? Je pense qu'il y a quelques mois déjà, un ancien ministre de la Défense du Mali avait parlé de cette situation de nos forces de sécurité qui est une situation plutôt statique qu'offensive et que cette situation était préjudiciable aux forces de sécurité, notamment dans le contexte actuel. Cette analyse a été partagée par de nombreux observateurs également. Mais je voudrais quand même revenir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la cible qui est le campement Kangaba. C'est très important également que ce soit le campement Kangaba, que ce soit les autres sites. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le Mali et beaucoup de ses alliés sont engagés dans la lutte contre l'insécurité. Et ça se passe par une présence civile et ça s'est passé notamment par une présence militaire. Cette forte présence, notamment d'expatriés dans le pays, doit être faite
dans un contexte sensible, dans une forme de sensibilité au contexte. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, ça vient d'être dit par M. Bokoum tout à l'heure, que le campement était la cible parce que les gens voient tous les jours, malgré le ramadan, beaucoup de gens rentrer, beaucoup de gens sortir. La sensibilité au contexte doit nous amener à comprendre qu'en cette période de ramadan, il faille faire très attention à la susceptibilité, à comment certains comportements peuvent être perçus par les communautés. Donc il est important également, au-delà de toute la campagne qu'on est en train de faire, au-delà de toute la sensibilisation, au-delà de tous les moyens militaires qui sont mis en œuvre pour lutter contre l'insécurité, que les différents acteurs aujourd'hui présents au Mali, que ce soit nationaux ou internationaux, comprennent le contexte et aient une approche sensible au contexte, c'est-à-dire comprennent que de tel ou tel agissement peut être perçu comme tel et il faudrait prendre garde. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Mesdames et messieurs, nous parlons ce soir de la situation sécuritaire du pays. Le campement Kangaba près de Bamako a été attaqué hier par des djihadistes. Nous allons écouter le ministre de la Sécurité par rapport à cette question. Monsieur Kanté, si le son est prêt. Et donc nous avons reçu l'information comme quoi des hommes armés seraient en train de tirer. Donc nous avons tout de suite envoyé les premiers éléments qui ont été accrochés, donc sur qui ils ont tiré. Et cela nous a permis donc d'envoyer les forces spéciales antiterroristes et qui sont arrivées immédiatement sur le terrain et donc qui ont commencé à les accrocher aussi. Et donc il y avait 5 terroristes qui étaient abattus et les informations nous ont donné qu'il y avait certainement un complice ou un autre qui a été arrêté au niveau de notre ville périphérique Baguinda. Donc les opérations ont continué. Nous en avons exfiltré beaucoup de toutes les nationalités, notamment européennes. Au moment où on faisait le dernier point de presse, il y avait 13 Français, 14 Maliens, un Camerounais, un Italien, 2 Espagnols, 2 Néerlandais, un Égyptien, mais il y avait aussi 2 Kenyans. Mais le procureur spécialisé du juge du pôle judiciaire antiterroriste a ouvert immédiatement une enquête et il s'est déplacé sur le terrain avec les forces. En tout cas, nous continuons d'appeler la population au calme et surtout à la collaboration. Écoutez, ce sont des gens déterminés qui sont prêts à mourir. Si vous voyez le temps que ça a pris, et ils n'ont pas cherché à fuir. Donc ça veut dire qu'ils sont venus pour mourir en réalité. Ce qui est sur le mode d'action, les premiers éléments qu'on a pu neutraliser et donc identifier, nous renvoient sans doute à une attaque terroriste. Voilà la réaction du ministre et le bilan a évolué depuis. Maintenant, il s'agit de 9 morts, 4 civils, 1 militaire et 4 assaillants. Alors, pourtant, l'ambassade des États-Unis avait prévenu contre une attaque dans la capitale, monsieur Maïga. Oui, effectivement, la rumeur courait depuis au moins une dizaine de jours qu'il y aurait des menaces sur Bamako. Mais il faut comprendre qu'il y a deux façons, en fait, on va dire, de prévenir ce type d'actes. C'est soit par le renseignement, soit par la dissuasion. Enfin, la dissuasion, pour ça, il faut qu'on ait les moyens de notre politique, c'est-à-dire qu'on puisse poster à chaque site sensible. Enfin, je suis sensible à ce que les interlocuteurs précédents ont dit. Il faut toujours se référer au contexte, essayer d'identifier les sites les plus sensibles. Mais ça demande aussi, de l'autre côté, une capacité à mettre à la disposition justement des effectifs, donc des militaires, des gendarmes, des policiers, qui soient déployés au niveau de tous ces postes sensibles-là. Alors du moment où ça a été dit et répété en maintes reprises que le Mali pour l'instant n'a pas les capacités, enfin, je pense que même d'autres pays en dehors du Mali n'ont probablement pas les capacités de mettre des policiers, de poster des policiers ou des militaires sur chaque site sensible. Outre cet état de fait, on a peut-être de l'autre côté la possibilité de prévenir ce type d'action à travers le renseignement, c'est-à-dire le travail qui est effectué par les services de renseignement. Enfin, je trouve qu'il est un peu facile de dire que les services de renseignement n'ont pas joué leur rôle. Enfin, c'est toujours un jugement a posteriori qu'on peut faire parce que quand il n'y a rien, on ne les juge pas, on n'en parle même pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur travail parce qu'on ne sait pas combien d'attentats... Avec l'alerte de l'ambassade des États-Unis, est-ce que cette alerte n'a pas été prise en compte ou est-ce que des mesures n'ont pas été prises par rapport à cette alerte? Alors c'est là où il y a peut-être la petite surprise sur le campement Kangaba, effectivement, parce que l'alerte qui a été diffusée par les États-Unis est
est arrivé aux oreilles de tout le monde, de toute la population. Donc j'imagine que les services de renseignement étaient au courant de cette donne-là et qu'ils ont probablement exploité cette information-là. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui a failli, comment les services de renseignement ont failli et comment cette opération ou cette action a pu se dérouler. Parce que c'est quand même une opération, comme je le disais, même si elle ne semble pas être très complexe, a été planifiée. Donc, on aurait pu penser que des services de renseignement, que le travail des services de renseignement aurait pu prévenir ce genre d'acte, qui n'est pas un acte, on va dire un acte de loup solitaire. Ce n'est pas un individu qui se décide à attaquer, soit avec un couteau, soit avec une arme. C'est une attaque coordonnée quand même avec, on parle de 4 à 5 individus qui ont fait intrusion sur un site et qui ont tiré sur les gens. Donc il y a une certaine coordination, même si l'attaque ne semble pas être totalement complexe, comme ce fut le cas pour les attaques précédentes à l'intérieur du pays. Ok. Alors, M. Bokoum, est-ce que vous pensez que si ces mesures si cette alerte a été prise en compte, on aurait pu éviter cette attaque, si bien sûr les mesures ont été prises en compte? Non, je ne pense pas, parce que ce soit ce qui a fuité au niveau de l'ambassade des États-Unis ou pas, nous savons que la situation elle est très critique. Donc on ne doit pas du tout dormir sur nos lauriers et penser qu'il y a la sécurité. Il y a de sécurité nulle part au Mali et encore moins aujourd'hui nulle part dans le monde. Donc nous devrons être très vigilants. Je ne pense pas qu'il faille attendre cette alerte de l'ambassade des États-Unis pour se mettre au travail. Je pense que le maillage, comme on l'a dit tantôt, n'est pas suffisamment bien fait. Et le service de renseignement, moi, ce que je déplore réellement, c'est que le renseignement ne fonctionne pas. Parce que la population n'est pas suffisamment préparée pour relayer l'information de façon sécuritaire. Les gens ont souvent peur de donner l'information parce qu'ils ont peur de représailles. Et il n'y a pas un mécanisme dans lequel l'information peut être bien traitée et que la population soit vraiment bien préparée à relayer tout ce qu'on ressent. Le message qui passe à la télé pour parler aux gens n'est pas bien élaboré. Cette communication de la sécurité, elle n'est pas bien élaborée. J'appelle ça plutôt de l'amateurisme de l'information, mais ce n'est pas travailler en termes de communication en tant que tel. Quand que la population ne s'approprie pas ce phénomène de l'insécurité et qu'ils comprennent qu'en donnant la bonne information aux services de sécurité, c'est eux-mêmes leur sécurité qui est assurée, j'avoue que ça va être très difficile. Donc il faut que les gens s'inscrivent dans cette logique, il faut que les autorités mettent les moyens communicationnels pour permettre aux citoyens d'aller à un acte citoyen qui permette de donner la bonne information. Je pense que c'est surtout là où il y a le gros problème. Nous n'avons pas d'information. Chaque fois, il faut attendre que c'est les services de renseignement des autres pays qui nous donnent l'information. Et pourtant, ce n'est pas chez nous. Comment cela se fait? Alors, Monsieur Dakono, que pensez-vous du rôle des services de renseignement maliens? Avant de parler du rôle des services de renseignement maliens, il y a quand même une question qui suscite la situation et l'alerte de l'ambassade américaine. C'est que l'alerte s'adresse aux ressortissants américains au Mali. Et Ibrahim l'a dit tout à l'heure, elle date d'au moins 10 jours avant l'attaque. Ça veut dire que les services de renseignement américains ont appris qu'il pouvait y avoir une attaque à Bamako 2 ou 3 semaines avant. Malgré ça, il y a eu quand même l'attaque avec, même si ça n'a pas eu les effets que les assaillants escomptaient, quand même avec des pertes de victimes. Et c'était très important parce qu'ils se sont pris à l'un des rares sites aujourd'hui sur lesquels les gens pouvaient aller se rendre. Donc, malgré tout, ça suscite la question de quel type de collaboration existe-t-il aujourd'hui entre ces services de renseignement maliens et les services de renseignement américains? Parce que s'ils le savaient et qu'il n'y a pas eu une certaine forme de collaboration pour permettre d'éviter ce qui s'est passé, ça veut dire qu'il faut aller chercher des réponses quelque part quand même à ce niveau. Maintenant, par rapport aux services de renseignement, je rejoins Ibrahim sur son analyse. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, quand les choses ont été déjouées, on ne se rend pas compte. Donc en fait, il est très difficile d'évaluer le travail de ces acteurs-là sur le fait d'une attaque ou deux. Parce que il est possible qu'ils aient déjoué une dizaine et qu'il n'y a pas eu de bruit autour et que la seule attaque ait lieu peut-être à une défaillance. Au niveau des défaillances, il y a aussi 2 choses. Le renseignement, c'est avoir l'information, mais c'est aussi le traitement de l'information. Et aujourd'hui, on a même de se poser les questions sur les capacités de traitement de l'information aujourd'hui, parce que
ce cas à Bamako est révélateur, mais il y a d'autres cas à l'intérieur où des interlocuteurs expliquent qu'une fois j'ai partagé l'information avec un tel, mais après on est revenu vers moi et je me demande comment les gens ont su que c'était moi qui ai partagé l'information. Donc les populations, elles mettent même en doute le professionnalisme des services de sécurité dans le traitement de l'information. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans cette situation. Est-ce que vous pensez aussi, M. Maïga, qu'il faut améliorer la collaboration entre les différents services de renseignement, notamment maliens et américains? Là, j'ai envie de dire que c'est un vœu pieux, quoi, en fait, parce qu'on n'a aucune espèce de contrôle là-dessus, en réalité, parce que la collaboration entre les services est tributaire de la qualité des relations entre les États, entre les chefs d'État, entre les gouvernements, et elle est aussi tributaire des intérêts des États. Donc certains États n'ont aucun intérêt à partager l'information, ou tout au moins ils la partagent, mais sans réelle collaboration avec certains États, parce qu'ils estiment que voilà, il y a certains éléments qui ne doivent pas faire l'objet de collaboration avec les États concernés, soit par manque de confiance, soit tout simplement parce qu'il n'est pas de leur intérêt vital en réalité de collaborer avec ces services de renseignement. On parle là de services de renseignement, d'un service de renseignement occidental, donc en l'occurrence les États-Unis, et les services de renseignement maliens. Mais c'est la même chose pour les services de renseignement de la région. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, s'est tenue à Khartoum une grande réunion entre les différents services de renseignement africains, justement pour poser sur la table la question de la collaboration entre ces services de renseignement-là. Et on a dénombré pas mal de défis. Et le premier défi, c'était d'abord la volonté politique d'aller vers l'autre, de partager l'information avec des États parfois qu'on ne méprise pas, mais qu'on suspecte de ne pas toujours jouer franc jeu. Donc il y a certaines questions qui font que voilà, le blocage est là, et donc les États ne voient pas toujours l'intérêt à collaborer avec des services étrangers, avec des services de renseignement étrangers. Donc c'est pour ça que je dis on peut lancer un appel à ce qu'il y ait une meilleure collaboration entre les services de renseignement, mais c'est à la lumière de tous les éléments que je viens d'évoquer qu'on peut parvenir à une amélioration de la collaboration entre les services de renseignement. Mais j'aimerais peut-être revenir sur un élément qui a été abordé par M. Bokou, mais qui porte sur effectivement le comportement de la population et plus globalement le comportement même des autorités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un état d'urgence. Il y a l'état d'urgence actuellement qui a cours au Mali. Et l'état d'urgence, en fait, je me demande s'il n'y a pas encore une marge à exploiter dans cet état d'urgence. Et je m'explique. C'est-à-dire que l'état d'urgence ne sert pas uniquement à faire des perquisitions de nuit ou même à se dire, bon, on est en état d'urgence, à interdire les marches, à interdire les manifestations. Ce n'est pas le rôle ou le seul attribut de l'état d'urgence. Il y a aussi l'effet psychologique. À la limite de la pédagogie. C'est-à-dire quel est le comportement à adopter, quel est le degré de sérieux à prendre, à rechercher quand il y a l'état d'urgence. Moi, je me pose des questions quand je me balade, que ce soit de jour, de nuit, que je constate quand même une légèreté de certains services de sécurité, que ce soit à l'entrée d'hôtels ou à l'entrée de services administratifs et autres. On ne sent pas cet état d'urgence qui est décrété. Il est décrété, mais on ne le sent pas. Quand vous partez en France, vous voyez les militaires, donc vous vous rendez compte qu'il y a un état, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. À Bamako, bon, il y a un état d'urgence, mais en réalité, on ne le sent pas exactement, on ne le sent pas totalement. Et donc, je crois qu'il y a sur ce point-là, effectivement, un besoin d'une plus grande communication, mais aussi un appel à la responsabilité de la part des autorités, mais également de la part des populations. En parlant toujours d'efficacité, M. Dakono vient de le dire, que les services de renseignement maliens peuvent déjouer certaines attaques sans qu'on soit au courant. Mais on voit toujours que c'est l'ambassade des États-Unis ou les autres ambassades qui informent, par exemple les Américains, en leur disant que, alerte, il peut y avoir une attaque dans la semaine à Bamako. Mais je ne me rappelle pas qu'on ait déjà reçu une alerte des services de renseignement maliens disant que faites attention, la population, il peut y avoir une attaque cette semaine. Alors, je pense que c'est le même cas en France. Je vous verrai très rarement les services de renseignement communiquer sur des risques d'attentats en réalité. Effectivement, ils ont le droit de communiquer parce qu'ils ont leurs ressortissants à l'étranger. C'est tout à fait de leur droit d'appeler
à la plus grande vigilance leurs ressortissants, leurs compatriotes. Donc je pense que c'est parce qu'on est au Mali et parce que les services de renseignement maliens ont plus intérêt à déjouer l'attentat en tant que tel, plutôt qu'à s'aimer la psychose. Parce qu'en disant aux Maliens, enfin, les Américains, ils peuvent se retrancher dans leur villa, ils peuvent à la limite quitter le pays, retourner dans leur pays, ils peuvent se réfugier ailleurs, ils peuvent aller à l'ambassade. Mais si vous dites aux Bamakois ou aux Maliens de façon générale, bon, il y a un risque d'attentat, je ne sais pas quand est-ce que ça va intervenir, où est-ce que ça va intervenir, mais je vous dis quand même qu'il y a un risque d'attentat. Imaginez la panique que vous risquez de s'aimer. Donc je pense qu'il y a aussi une stratégie derrière tout ça. On ne peut pas demander à des services de renseignement nationaux de fuiter des informations de ce type-là qui créent en réalité peut-être davantage la psychose qu'autre chose. Alors M. Bokoum, partagez-vous l'avis de M. Maïga par rapport à ce fait, par rapport au partage de l'information avec la population? M. Bokoum? Oui. Je n'ai pas bien compris votre question. Monsieur Maïga vient de dire tout de suite que par rapport au partage de l'information, informer par exemple la population qu'il peut y avoir une attaque dans le pays, que cela va causer beaucoup plus de psychose, ça va beaucoup plus paniquer la population que de résoudre la situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui par rapport à cet avis? Non, c'est la méthode. C'est pour ça que je parlais de communication au lieu d'information. Il ne s'agit pas d'informer juste pour que les gens... On a une communication élaborée. Ça veut dire que les gens participent à cette forme de communication, à cette collaboration, sans qu'on puisse créer la psychose. Il ne s'agit pas de ça. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique. Tout le monde sait que les attaques, ça peut survenir à tout moment. Maintenant, dans quelle logique? En réalité, quand vous comprenez un peu, nous ne sommes pas habitués à ce genre de situation. Donc, il faut de la pédagogie pour que les gens s'acclimatent à ce nouveau climat. Même les militaires, quand vous voyez, quand ils parlent tout de suite de l'état d'urgence, c'est vrai que les militaires ne savent même pas réellement qu'est-ce que c'est qu'un état d'urgence. Tu les vois, ils sont avec leurs armes, en train de causer tranquillement, en train de prendre du thé, comme si de rien n'était. Donc ça, c'est une pratique qu'on a là au Mali. Donc il faut que ces comportements changent, qu'on comprenne que quand on est en guerre, c'est une autre attitude qu'il faut prendre. Les citoyens lambda aussi doivent comprendre que quand on est dans une situation d'insécurité, il faut changer de comportement, il faut respecter les mots d'ordre, il faut respecter... mais aujourd'hui, le citoyen lambda, on ne se rend même pas compte qu'il y a un état d'urgence pendant cette période. Voilà les éléments sur lesquels il faut jouer. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les gens soient totalement effrayés, mais il s'agit de faire participer les gens de façon intelligente à ces différents mécanismes d'information. C'est ça en réalité la communication. On peut communiquer sans pour autant que ce soit des informations qu'on donne pour effrayer. Voilà un peu, il y a un problème de méthode. Alors, M. Dakono, c'est l'état d'urgence, bien sûr, et on sent que la menace est partout dans le pays. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que les militaires maliens, les forces de sécurité maliennes occupent tout le territoire à travers les patrouilles, qu'ils soient présents réellement sur le terrain? Je pense que la réponse de votre question est dans la question elle-même. Il va sans dire que, en fait, c'est le souhait de tout le monde aujourd'hui que le territoire malien soit avec une certaine forme de distinction, parce que quand on dit force de défense et de sécurité, ça peut créer la confusion sous les missions de défense ou sous les missions de sécurité. Mais quand on va parler exclusivement de force de sécurité, cela va sans dire que notre situation est assez claire pour nous permettre de dire qu'aujourd'hui, nous avons des forces de sécurité qui s'occupent de la sécurité. Donc c'est le souhait aujourd'hui et il est plus que temps qu'on aille vers ça. Mais pour qu'on arrive à ce niveau, il y a de nombreux préalables et je crois qu'on n'a pas tous ces préalables réunis aujourd'hui pour qu'on arrive à ce niveau. Mais encore une fois, je reviens à la question de la compréhension de ce qui nous arrive aujourd'hui, qui est très important, qui peut nous permettre de dire où et quand également on va faire quoi. Alors, quand vous parlez de ça, je pense que vous parlez du nord qui est occupé, mais même les zones qui ne sont pas occupées, où l'administration est présente, notamment à Bamako, on voit qu'il y a des attaques. Est-ce que cela veut dire que les patrouilles ne sont pas faites comme il le faut? Je ne pense pas que je parlais des zones occupées, je parlais justement des zones qui ne sont pas occupées par les forces de sécurité. Pour une raison ou une autre, au nord, c'est suite à ce qui est arrivé depuis 2012 qu'on n'a pas pu résoudre jusqu'à présent. Au centre, c'est tout autre. Et hier encore, j'ai eu l'occasion de rappeler que les questions sont tellement spécifiques à certains niveaux qu'il serait difficile d'avoir une approche globale
qui puisse avoir un impact partout. Dans un même cercle, dans deux localités différentes, il y a deux dynamiques par rapport à l'absence aujourd'hui et de l'État et de ses symboles ou de ses représentants. Dans une localité ou pour une communauté, l'absence de l'État est à l'origine de tous les problèmes ou presque, mais dans la localité voisine, c'est plutôt le contraire. Pour elles, elles sont plus tranquilles depuis que l'État et ses représentants ne sont plus là et qu'elles jugent que tous leurs problèmes qu'elles avaient, c'était la présence de l'État. Vous voyez que ces questions de retour des forces de sécurité partout doivent être prises en compte avec une certaine forme de pédagogie fondée sur une connaissance des dynamiques, notamment locales, et avec des mesures tout à fait spécifiques. Alors, M. Maïga, quand on voit qu'on a annoncé la réforme de l'État, où en sommes-nous aujourd'hui? La réforme de l'armée plutôt? Alors effectivement, pour ça, il y a une loi d'orientation de programmation militaire qui a été votée en 2015. Bon, on est encore dans cela. Mais il serait tentant de faire une évaluation à l'aune des attaques qui ont cours dans le pays et des difficultés de riposte de l'armée. Mais même s'il est tentant, je pense qu'il faut quand même se rappeler de là d'où l'on vient. En 2012, on avait une armée, pour ne pas dire un État en lambeaux. Et donc, il a fallu tout reconstruire. Je ne sais même pas si on est en train de reconstruire parce que on a l'impression quelquefois qu'il s'agit plutôt de colmater les brèches plutôt que de rebâtir ou de refonder totalement l'outil de défense. Même si il est difficile de porter une appréciation, je dirais, objective sur la montée en puissance de l'armée, mais il y a des indications qui donnent de l'espoir. J'ai écouté la sortie récente du ministre de la Défense qui lui-même a reconnu on va dire la nocivité quasiment du mode de recrutement au sein de l'armée. Et je pense qu'une fois qu'on est d'accord sur le constat et qu'on a la volonté politique d'aller de l'avant, il est possible de jouer positivement sur cette question. Maintenant, le problème, c'est que c'est des questions qui ont pris, on va dire, 20 ans à se dégrader. Et donc, il faudra peut-être autant de temps pour qu'on ait une armée efficiente. Donc je pense qu'il faudra probablement plus que 2 ans pour évaluer l'efficacité de cette loi d'orientation de programmation militaire. Et je pense que les députés, et notamment la commission de défense de l'Assemblée nationale, peuvent apporter leur concours parce qu'il faut qu'ils nous éclairent sur les dépenses liées à l'outil de défense et de sécurité. Alors, M. Dakono, est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées par rapport à la réforme de l'armée? Même s'il y a des avancées, elles ne sont pas palpables aujourd'hui pour permettre de dire que voilà, il y a une avancée concrète. Mais ce qu'on peut observer avant de parler d'avancée, il faut quand même rappeler le contexte dans lequel est intervenue cette loi de programmation militaire et une autre loi de programmation sécuritaire qui est en vue. Donc, on l'a dit, je pense qu'il faut revenir encore là-dessus. Une loi de programmation militaire intervient après plusieurs préalables. Ces préalables, c'est notamment l'analyse, ces préalables, c'est notamment l'identification qu'on se mette d'accord sur une doctrine et qu'on aille vers un livre blanc sur la défense et la sécurité. C'est ce qui devra nous permettre d'arriver à une loi de programmation militaire. Bon, cela n'a pas été fait, soit on a une loi de programmation militaire. Mais comme Ibrahim l'a dit, c'est pourquoi ça s'étend sur 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui permet d'avoir un impact tout de suite et à pointer du doigt, voici ce que la loi de programmation militaire a permis de réaliser. Alors, Monsieur Bokoum, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme de l'armée? Non, je pense que la réforme elle est en cours. Mais ce à quoi nous assistons au Mali, c'est en fait une défaillance générationnelle. Parce qu'il ne faut pas se focaliser juste sur la loi d'orientation militaire. Ce n'est pas dans l'armée seulement que ça ne va pas. Vous prenez tous les secteurs, quel que soit le secteur au Mali que vous prenez aujourd'hui, ça ne va nulle part. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit sur le plan de la fonction publique, que ce soit dans l'armée, à l'école, à tous les niveaux, il y a un problème. Donc il s'agit pour cette génération d'aller à un vrai débat de remise en cause. C'est ce qui manque dans ce pays. Donc si on se focalise sur seulement l'aspect de la réforme de la loi, mais c'est les hommes qui appliquent cette réforme. Les hommes, ils sont qui? De quelle éducation? D'où est-ce que nous venons? Comme Dakono vient de dire. En fait, le problème, c'est là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez même un militaire, quand il est bien formé,
Il s'agit d'aller sur le fond, de pouvoir garder le secret. Est-ce que c'est évident? Ce n'est pas évident. Donc, quelles que soient les réformes, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réformes, on est en train de voir, avec tout ce qu'il y a comme déploiement sur le terrain aujourd'hui, le quadrillage, on sent qu'il y a des efforts faits. Ce n'est pas comme on était en 2012, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'homme malien lui-même. C'est ça le vrai drame dans ce pays. Alors, Monsieur Maïga, quand on voit l'intervention de la force, l'intervention des forces de sécurité par rapport à l'attaque du campement de Kangaba, il y a eu plus d'une trentaine de personnes qui ont été, d'otages qui ont été libérés. Il y a eu 4 assaillants qui ont été traqués et neutralisés. Est-ce que cela est une avancée? Alors, il y a différentes façons de répondre à cette question. Parce qu'on peut effectivement mettre ça au crédit de la Forsat, donc la force d'intervention qui a été mise sur pied en mars 2016. 2016, oui. Mais on peut voir les choses autrement. On peut se demander si de l'autre côté il n'y a pas eu des amateurs, des apprentis terroristes, comme on les appelle. Est-ce que ce sont vraiment des professionnels ou en tout cas des gens expérimentés qui ont mené l'assaut sur le campement? Donc, il y a plusieurs manières de poser la question. Il n'y a pas une seule bonne réponse. On peut voir les choses positivement en se disant qu'effectivement, on a eu un temps de réaction relativement court, on a eu un temps d'intervention relativement court comparé aux autres attaques, au Radisson, je pense au Radisson par exemple, ou même avant à la terrasse. Donc effectivement, on peut être encouragé, on peut tenter d'être encouragé par ce qui s'est passé, mais je pense qu'il faut être relativement prudent en ce qui concerne l'efficacité ou l'inefficacité de cette force pour le moment. Est-ce que vous pensez aussi, Dakono, que c'est une efficacité de la Forsat ou que c'est le fait que les assaillants eux-mêmes étaient des amateurs, entre guillemets? Peut-être à tort ou à raison, mais le contexte sécuritaire à Bamako a beaucoup évolué du début d'année de la mi-2016 à aujourd'hui. C'est-à-dire depuis un certain moment, on constate que à Bamako, la situation sécuritaire ou le prisme par lequel la sécurité est abordée n'est pas le même qu'il était fait avant. Comme Ibrahim, je rejoins Ibrahim sur la difficulté aujourd'hui d'attribuer, cela dépend de comment on voit la chose. On ne peut pas attribuer tout de suite à l'efficacité de la force qui a été créée ou à l'efficacité de la coordination, parce qu'il y a des éléments, par exemple, il y aurait eu un expatrié qui est militaire à l'intérieur et qui aurait tiré ou qui aurait atteint un assaillant avant de pouvoir s'échapper. En fait, il y a certains éléments et justement on n'a pas tous les éléments, mais on peut penser que le concours de certaines circonstances ont amené telle issue, telle issue, telle issue. Mais toute chose étant, il est quand même bien de dire que c'est toujours bien d'avoir cette force d'intervention rapide, ne serait-ce que, comme Ibrahim l'a rappelé, le délai d'intervention, la réactivité par rapport à ce qui s'est passé. Alors, M. Bokoum, ces attaques interviennent quelques jours après la déclaration de la Cour constitutionnelle qui parle d'insécurité résiduelle. Est-ce que cette insécurité est toujours résiduelle selon vous? Non, elle est toujours résiduelle parce que vous savez, le djihadisme, comme je l'ai dit, c'est une guerre asymétrique. Donc autant ils peuvent multiplier à un certain moment, donner des attaques simultanées, ils peuvent même attaquer l'ensemble du territoire malien de façon simultanée, mais ça ne change pas fondamentalement la zone. C'est juste des stratégies pour permettre aux djihadistes de montrer toujours qu'ils sont là, de pouvoir effectivement la psychose. Maintenant, c'est aux autorités de rassurer, parce qu'en réalité, bon, c'est plus facile pour un groupuscule de 3 ou 4 personnes de faire plus de dégâts, de se faire entendre à un niveau international, alors qu'en fait, quand tu regardes réellement l'impact sur le terrain, peut-être que ce n'est pas un impact militaire très sensible, mais psychologiquement, c'est vrai que c'est éprouvant. Merci. Donc, alors, M. Maïga, est-ce que vous pensez également que c'est une insécurité résiduelle toujours? Alors, le caractère résiduel, à mon sens, ne tient pas à la multiplication des attaques. Effectivement, il peut y avoir des attaques isolées par-ci, par-là, mais c'est surtout à la capacité
capacité de l'État du Mali à être présent partout sur son territoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement parler. Moi, j'ai parcouru la frontière Mali-Niger. Je peux vous dire que les gens se plaignent du côté nigérien sur la capacité des autorités maliennes, sur d'abord la présence de répondants de l'autre côté de la frontière. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de parler de capacité d'insécurité résiduelle. Insécurité résiduelle je ne sais pas ce que je pourrais ajouter à ce que Ibrahim Maïga vient de dire. Voilà. Pensez également ça. Alors ce soir, nous parlions de la situation sécuritaire avec l'attaque du campement Kangaba près de Bamako. Qu'est-ce qui explique cette multiplication des attaques dans le pays? Qui peuvent être les auteurs et quel rôle des services de renseignement maliens? Nos invités, Baba Dakono, chercheur, Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISSS et Boubacar Bokoum, politologue. Je suis Mohamedou Touré à la mise en onde Gagné Kanté, régie vidéo Nouhoum Djiré et à la réalisation Ibrahim Haran Maïga. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le